La question que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est la conduite à tenir devant une anémie. On commence par une définition. D'abord, l'anémie n'est pas une maladie, mais plutôt un symptôme imposant une recherche étiologique. Défini par un taux d'hémoglobine inférieur à 12 grammes par décilitre chez la femme et à 13 grammes par décilitre chez l'homme. Diagnostic positif. Circonstances de découverte. On met en évidence l'anémie, soit fortuitement, ça veut dire par hasard ou décours d'une démarche diagnostique, telle l'FNS systématique, ou bien par la présence des signes liés à l'anémie, comme l'asthénie, polypnie, dyspnée d'effort, céphalie, tachycardie, bourdonnement d'oreille, souffle systolique anorganique, trouble de la conscience, vertige et pâleur cutanéo-muqueuse. À l'examen clinique, on ne trouve pas des signes généraux. Les signes fonctionnels sont asthénie, signes d'hypoxie cérébrale, céphalie, vertige, bourdonnement d'oreille et l'hypoxémie. Des signes d'intolérance cardiaque, tachycardie, palpitations, dyspnée d'effort. À l'examen physique, on trouve pâleur cutanéo-muqueuse, souffle systolique anorganique et l'œdème des membres inférieurs discret. Ce qui concerne la pâleur cutanéo-muqueuse, peut être généralisée ou bien localisée. On la recherche au niveau cutané et muqueuse, surtout au niveau de la paume de la main, les gencives et les conjonctives. Elle est variable d'un patient à l'autre. Les examens paracliniques. L'hémogramme montre une diminution du globule rouge, d'hématocrite et d'hémoglobine. Le taux d'hémoglobine est inférieur à 13 grammes par décilitre chez l'homme, à 12 grammes par décilitre chez la femme, à 11,5 chez l'enfant de 2 à 2 ans, à inférieur à 10,5 grammes par décilitre chez la femme enceinte et inférieur à 10 grammes par décilitre chez le nourrisson. Comment apprécier la profondeur de l'anémie? On recherche des signes d'intolérance, soit cardiaque, tachycardie, hypotension et palpitation et même dyspnée. Cérébraux, vertige, lipothymie et on recherche la décoloration des paumes de main qui se manifeste après une réduction du taux d'hémoglobine de plus de 50%. Diagnostic différentiel. Les symptômes qui ressemblent à l'anémie mais en réalité ne sont pas une anémie sont les pâleurs non anémiques, teint et litanie. Dans ce cas-là, les muqueuses sont bien colorées. Les fausses anémies par hémodilution s'observent dans certaines circonstances telles grosse splénomégalie, dysglobulinémie et grossesse. Cette image présente les deux parties du sang. À l'état normal, volume plasmatique est de 45 ml par kg et volume globulaire est de 30 ml par kg. En cas d'anémie vraie, on remarque une diminution de la masse globulaire avec augmentation compensatrice du volume plasmatique. En cas de fausse anémie, on remarque une augmentation du volume plasmatique sans diminution du volume globulaire. Alors la différence entre l'anémie vraie et la fausse anémie est dans la diminution ou pas du volume globulaire. Diagnostic étiologique. D'abord, on fait l'anamnèse, puis l'examen clinique et aussi
on demande des examens paracliniques pour enfin établir le diagnostic selon le volume globulaire et le taux de réticulocytes. L'anamnèse, c'est la première étape de la consultation médicale. On détermine l'identité du malade, l'âge et le sexe, et aussi les antécédents, les conditions socio-économiques, l'ethnie, type d'alimentation, notion de récidive, l'existence ou pas de pathologie associée, l'existence ou pas de saignement et le mode de début. L'examen clinique, on recherche les signes associés à la pâleur cutanéo-muqueuse, qui sont troubles des fanars, troubles du transit, signes neurologiques, signes hémorragiques, ictère, hépatomégalie, splénomégalie, adénopathie, dysmorphie crânio-faciale, douleur articulaire ou osseuse et couleur des urines. Les examens paracliniques de première intention sont l'hémogramme complet contient taux de globules rouges, d'hémoglobine, d'hématocrite, volume globulaire moyen, concentration corpusculaire moyen en hémoglobine, leucocytes, plaquettes. On demande aussi le taux de réticulocytes et frottis sanguin. Les autres examens sont selon l'étiologie et la démarche diagnostique. Il y a la bilirubinémie, la capacité totale de fixation de la transférine, coefficient de saturation, ferritinémie, dosage vitaminique, électrophorèse de l'hémoglobine, dosage des enzymes érythrocytaires, sidérémie, résistance globulaire, test de Comps, test de Ham-Dassy, médulogramme et biopsie ostéomédulaire. Enfin, l'établissement d'étiologie selon le taux de réticulocytes. Si le taux est inférieur à 120 000, on dit que l'anémie est arégénérative et l'origine centrale. Dans cette case, on a les anémies carentielles, les érythroblastopénies, les aplasies médulaires congénitales et acquises, les syndromes mélodysplasiques, les anémies secondaires à une maladie générale et les envahissements médulaires. Si le taux de réticulocytes est supérieur à 120 000, on dit que l'anémie régénérative est l'origine périphérique. C'est le cas des anémies hémolytiques constitutionnelles et acquises. Ce plan résume les anémies régénératives. Bon, les anémies régénératives se divisent en hémorragie aiguë et anémie hémolytique. Dans les anémies hémolytiques, on trouve bilirubinémie augmentée, taux de LDH augmenté, aptoglobine diminuée. Il y a deux types, corpusculaire et extracorpusculaire. Corpusculaire, comme l'anomalie de la membrane, sphérocytose héréditaire, enzymopathie, déficit en glucose 6-phosphate, hémoglobinopathie, drépanocytose. Extracorpusculaire, comme l'anémie hémolytique immune, hémolyse toxique, hémolyse infectieuse comme malaria et hémolyse mécanique comme microangiopathie. Pour mieux comprendre, vous pouvez voir ma vidéo sur l'hémolyse physiologique et pathologique. Alors, selon le taux de réticulocytes et de volume globulaire moyen, on peut diviser les anémies en anémie macrocytaire avec VJM plus de 100 femtolètres, soit régénérative, comme les anémies hémolytiques et les anémies post-transfusionnelles, ou bien arégénérative, soit mégaloblastique, comme l'anémie par carence en facteurs antipernicieux, les syndromes mélodysplasiques, les érythropoïèses congénitales et l'érythroporphyrie congénitale.
non-mégaloblastique, l'aplasie médulaire, myelofibrose, envahissement médulaire, soit non hématologique ou bien hémopathie maligne. Deuxièmement, les microcytaires, ça veut dire avec VJM moins de 80 femtolètres, soit régénérative, bêta-thalassémie homozygote ou alpha-thalassémie homozygote. À l'électrophorèse de l'alpha-thalassémie est normale avec délétion de 3 gènes. La bêta-thalassémie homozygote, on trouve à l'électrophorèse hémoglobine A 0% ou diminuée. L'hémoglobine F, ça veut dire fœtale 20 à 90%. Et l'hémoglobine A2 de 2 à 7%. Les anémies microcytaires A régénératives, anémie par carence martiale, anémie inflammatoire, sidéroblastique et par carence en cuivre. L'anémie par carence martiale, la ferritinémie est diminuée et le coefficient de saturation est moins de 16%. En cas d'anémie inflammatoire, la ferritinémie normale ou élevée et coefficient de saturation bas mais plus de 16%. Troisièmement, les anémies normocytaires, ça veut dire avec VJM entre 80 et 100 femtolètres. Régénérative, anémie post-hémorragique et anémie hémolytique. Arégénérative, il y a deux types extra-hématologiques comme l'endocrinopathie, insuffisance rénale, syndrome infectieux et inflammatoire et syndrome d'activation macrophagique. Hématologique, les anémies mixtes, aplasie médulaire et les envahissements médulaires. Non hématologiques ou bien les hémopathies malignes. Si cette vidéo est bénéfique, n'oubliez pas de la partager s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre attention.